Au-delà du fleuve voyage avec Idée Santé. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'action et de la santé communautaire en Guyane. Nous avons le plaisir de recevoir Sophie Rode, directrice et fondatrice d'Idée Santé. Femme de terrain, elle a bâti une structure qui refuse de voir l'isolement géographique comme une fatalité. Avec elle, nous allons découvrir comment Idée Santé redonne aux populations le pouvoir d'agir sur leur propre santé au bassin de l'Oyapock, du bassin de l'Oyapock aux zones les plus reculées de la Guyane. Bonjour, je suis Sophie Rode, je suis la directrice générale et une des fondatrices de l'association Idée Santé, qui est une association qui a été créée en Guyane en 2016. En 2016, du coup, l'association elle a été créée pour répondre à un besoin particulier. Oui, en fait, l'association s'est créée en parallèle de la création de notre projet phare, qui est le projet Oyapock Coopération Santé, qui est porté en partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Guyane et l'hôpital de proximité de Saint-Georges, qui est à la frontière avec le Brésil, et une association de médiation sociale, l'association DEPAC Frontera, qui est une association brésilienne. Et en fait, on a commencé, ce projet s'est créé, a émergé en fait en 2015. Et donc en même temps qu'on a créé le projet, à ce moment-là, avec les autres cofondatrices, on était investis sur d'autres projets, d'autres expériences professionnelles. Et du coup, on a créé l'association Idée Santé pour porter une partie du projet OCS. Pour nos auditeurs, justement, vous avez déjà entendu à l'antenne, on a parlé de ce projet dans quelques émissions. Vous pouvez les retrouver en podcast. Et du coup, votre genèse, disons, naît vraiment d'une approche vraiment communautaire que vous appliquez sur des zones très isolées. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça s'est mis en place, ce genre de partenariat, l'attachement sur les territoires, sont des choses qui sont très difficiles à imaginer quand on vit dans l'Hexagone. Tout à fait, et j'avoue que même pour moi ça a été une grande découverte. En fait, moi je suis infirmière de formation et j'ai découvert tout ce qui est le champ de la prévention et de la promotion de la santé en partant en mission de solidarité internationale avec Médecins du Monde France. Du coup, j'ai pu partir à la fois en tant qu'infirmière puis ensuite en tant que coordinatrice médicale. Et j'ai découvert donc la promotion de la santé et tout l'intérêt en fait de prévenir plutôt que guérir. Du moins, il faut faire les deux, mais c'est vrai que le côté prévention en France est très peu développé. Du coup, j'ai repris mes études avec un master en santé publique. Et à la fin de ce master, en fait, je suis arrivée en Guyane. Et du coup, le poste que j'ai trouvé en arrivant, qui a été un poste dans une association communautaire de médiation sociale qui intervenait à la fois sur l'île de Cayenne, donc autour de Cayenne et les alentours, et à la frontière avec le Brésil. Et c'est là où j'ai découvert du coup la médiation sociale, l'intérêt pour le territoire et dans un contexte où en plus la médiation sociale était vraiment embryonnaire. Embryonnaire en Guyane, qui est une des régions où la médiation est née, et donc du coup embryonnaire en Hexagone. Et ça a été une découverte mutuelle à la fois pour les médiateurs, parce que moi du coup j'ai apporté tout le côté un peu gestion de projet, organisation et tout ça, et eux m'ont vraiment appris la médiation et du coup ont fait de moi une convaincue de l'intérêt de la médiation, quoi. Oui, et vous êtes là depuis le début. Du coup, on peut vous demander, vu qu'on a déjà parlé de ce projet, comment vous l'avez vu évoluer? Est-ce qu'il y a des défis qui se sont rajoutés ou c'était un peu le même combat du début à aujourd'hui?
Non, je pense que donc vous avez eu un des autres fondateurs du projet qui est José Gomes, qui est le président de l'association brésilienne d'EPAC Frontera, qui était mon collègue à l'association où j'ai commencé à travailler. C'est comme ça c'est aussi une autre rencontre qui a permis de créer ce projet OCS. Et en fait, franchement, pour tout vous dire, clairement, heureusement qu'on n'a pas trop réfléchi à l'époque. Parce que si on s'était posé des questions à se dire il faudra faire ça, 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 il y aura telle et telle étape, il y aura tel et tel problème à gérer, peut-être qu'on n'y serait pas allé. L'avantage, c'est que quelque part, on n'a pas trop réfléchi, ni trop loin, ni tous les problèmes qu'on pourrait avoir. On s'est lancé en se disant, on va tout faire pour y arriver. Et en fait, oui, il y a eu des challenges à tous les moments. Il y a des challenges d'apprendre à travailler ensemble et de travailler entre trois structures vraiment très différentes. C'est ce qui fait à la fois notre force, parce que deux associations, deux structures françaises, un hôpital, voilà, on a tous des points qui nous permettent d'être complémentaires. On a une vraie complémentarité et c'est ce qui permet de faire avancer le projet. Par contre, on a des moyens de communication différentes. Ce qu'on avait sous-évalué, c'était le problème de la langue. En fait, du coup, tout le monde baragouine un peu portugais, un peu français, mais au final, c'est pas pareil quand on commence à avoir un vrai projet structuré, de pas être vraiment bilingue ou de s'appuyer sur peu de personnes qui sont vraiment bilingues. Le fait aussi, on a pu voir que ça fonctionnait en ayant du personnel dédié, vraiment positionné à la frontière. Par contre, du coup, recruter des personnes qualifiées à la frontière dans un contexte où il y a énormément de turnover, c'est pas si simple que ça, et c'est des deux côtés. Du moins mettre en place un système, du moins un parcours de soins pour les personnes vivant avec le VIH qui s'appuie sur deux systèmes de santé différents. Déjà, ça a demandé de comprendre ces systèmes-là. Alors pour les Français, le système de santé français, on arrive plutôt à le comprendre. Pour le brésilien, on continue à le découvrir un peu tous les jours. Et puis, un des facteurs clés était surtout de créer la confiance entre tous les acteurs. Entre nous, ce qui a été le plus simple, vu qu'on a créé le projet ensemble, voilà. Les institutions, à la fois françaises et brésiliennes, et ça voulait dire aussi qu'elles acceptent de reconnaître que tout n'était pas parfait, ce qui n'est pas forcément simple pour des institutions, et que chacun avait aussi des choses à travailler de son côté, et aussi auprès des personnes qu'on accompagnait, parce que du coup, c'est aussi créer un nouveau parcours avec de nouveaux acteurs, avec des représentations, du moins des représentations qu'il fallait corriger et des vraies réalités qu'il fallait faire changer. Vous êtes vraiment né du constat des terrains. Vous êtes une association très, très, très radiquée sur les terrains. C'est quelque chose de très fort à entendre, à voir comment vous travaillez. Est-ce qu'après ce premier projet initial, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont nés de la même manière, avec un constat du territoire Oui, parce que en fait, l'enjeu pour ID Santé, justement, c'était pas d'être l'association d'un seul projet. Le risque, c'était de s'enfermer dans un seul projet et du coup, à la fois de mettre l'association en danger, parce que quand on a un seul projet, il suffit d'avoir des baisses de financement ou autre. On voulait aussi avoir moi, c'est quelque chose qui m'anime assez depuis la création de l'association, c'est pouvoir garder la capacité à décider de nos projets et de pas se faire imposer par les partenaires financiers ou autres,
des chemins à prendre, des activités à mettre en place seulement parce que c'est un besoin qui n'a été identifié que par les partenaires financiers. Nous, on voulait garder un peu cette autonomie de décision. Et donc du coup, en parallèle du montage, du démarrage du projet OCS, on a créé un deuxième projet qu'on a appelé au démarrage l'école s'exprime et qui maintenant s'appelle Espace pour s'exprimer, qui est très lié en fait un peu à ce projet OCS. C'est toujours sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, et ça part du constat que du coup moi j'avais pu avoir quand je travaillais dans la première association guyanaise de médiation sociale. On était conviés par des infirmières scolaires, des enseignants, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, à faire des interventions de prévention sur le VIH-Sida à des classes de 4e et 3e au collège. Et en fait, on arrivait en animation où on avait des jeunes qui n'avaient pas les basiques. Donc, c'est-à-dire comment fonctionne le corps, comment on fait un bébé, qu'est-ce que c'est une infection sexuelle. Donc, voilà. Du coup, le VIH-Sida arrive, la prévention dessus arrivait plutôt à la fin, et on voyait qu'il n'y avait pas les basiques. Et en même temps, il y a une législation en France depuis 2001 qui rend obligatoire les 3 séances par an et par niveau d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et en fait, c'est pas mis en place depuis 2001. Et là, actuellement, on est en 2026 et c'est toujours pas mis en place à hauteur des besoins. Et c'est fondamental pour du coup donner aux enfants et aux jeunes des informations scientifiques adéquates, adaptées à leur niveau de compréhension et à leur âge, pour petit à petit qu'ils puissent construire du coup leur propre identité, leur propre choix, et du coup diminuer les risques d'infection, diminuer les risques de violence, et donc travailler tout ce qui est pouvoir d'agir. En plus, moi j'ai 3 enfants qui étaient petits à l'époque, mais quand même, qui du coup étaient scolarisés, et voilà, c'était une manière aussi de voir que dans les écoles, du coup, ces séances ne se faisaient pas. Donc, on a créé en collaboration avec le service santé du rectorat de Guyane et l'agence régionale de santé de Guyane, un projet complémentaire qui s'intègre du coup dans ces besoins pour soutenir l'éducation nationale à la mise en place de ces séances. Et on s'est très vite spécialisé sur le public enfant en école élémentaire, qui est un public clé parce que plus tôt on apporte des informations et on renforce les compétences psychosociales, plus tôt aussi on peut les outiller contre le harcèlement, contre sur plein de sujets. Et donc voilà, ça c'est notre deuxième gros projet qui depuis s'est élargi sur les jeunes en situation de handicap, auprès des parents, parce que pour nous c'est les premiers éducateurs des enfants, et donc c'est fondamental d'intervenir auprès des enfants et des jeunes, mais c'est tout aussi important et clé d'intervenir auprès des parents et de leurs parents, parce que sinon on les met aussi dans des positionnements où ils ont des discours qui s'entrechoquent, et voilà. Et le dernier volet qui est en train de se développer depuis l'année dernière, c'est le développement de formations à destination des professionnels pour qu'ils soient outillés pour faire tout ce côté prévention, promotion de la santé, repérage et accompagnement de leur public. Et aussi dans ce projet scolaire, entre guillemets, vos médiateurs jouent un rôle de terrain important, c'est eux en première ligne? C'est eux en première ligne. Pareil, c'est le même principe du coup que sur le projet OCS. D'ailleurs, sur le projet OCS, on a une partie des activités qui sont en destination des publics scolaires. Et donc, c'est mené avec les médiateurs parce que
comme mes collègues avaient dû vous l'expliquer, on est en Guyane sur un public qui est multiculturel, avec voilà, des spécificités culturelles à prendre en considération pour pouvoir justement faire du lien entre le culturel, le scientifique, la législation et le territoire. Et donc les médiateurs du coup sont clés pour adapter les messages, pouvoir les faire passer. Et ça fonctionne vraiment super bien. Et du coup nous on a dupliqué le projet de Guyane en hexagone dans la région de Toulouse. Et du coup, le côté médiation, c'est ce qu'on essaye de développer, mais c'est quelque chose qui, moi, je trouve, il y a plus de difficultés à prendre. On valorise, du moins en hexagone, on demande tout de suite les diplômes. On valorise pas le savoir expérientiel et la compétence des personnes, justement, à pouvoir, du moins, vulgariser les informations, les adapter, créer du lien de confiance. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un combat, on a souvent parlé dans cette émission justement du métier de la médiation parce qu'il n'est même pas vraiment reconnu comme un vrai métier. C'est vrai que dans l'Hexagone, il y a des formations qui se sont mises en place peut-être justement pour ce que vous venez de dire, pour donner un cadre. Mais effectivement, quand nous avons affaire avec des associations guyanaises, on découvre des compétences, des terrains formidables que je ne crois pas qui sont vraiment valorisés au niveau du papier concret. Mais justement, les médiateurs sont c'est à travers eux que vous pouvez mettre en place une approche communautaire très concrète. Pourquoi, si on peut expliquer vraiment à la population générale, pourquoi selon vous cette approche communautaire est la clé un peu pour améliorer la santé publique dans ces zones qui sont les plus isolées? Je pense qu'elle est clé à plusieurs niveaux, parce que dans ce cadre-là, le médiateur communautaire fait vraiment le lien entre deux systèmes. Et du coup, il a la culture et la compréhension des deux systèmes. Le système communautaire auquel il appartient, le système de santé dans lequel, du coup, il développe sa profession. Et ce qui est assez chouette, du moins, moi, je suis infirmière. Du coup, j'ai découvert la médiation en Guyane. J'arrivais en tant que professionnelle de santé avec un jargon qui m'a fallu des années à déconstruire, à comprendre en fait que si j'avais envie d'être comprise, il fallait que je travaille mon vocabulaire. Et en fait, c'est vraiment désapprendre à parler le langage professionnel, qui nous semble hyper compréhensible, mais c'est que pour nous, du coup, il y a tout aussi une barrière. Alors peut-être qu'elle a tendance à se gommer, et notamment en Guyane avec des professionnels qui sont très accessibles, mais ça n'empêche, il y a encore la représentation des soignants qui fait que soit le médecin peut être mis sur un piédestal, ou du coup on va pas oser parler de certaines choses au médecin ou à l'infirmière, parce qu'on aura peur d'être jugé, parce qu'on sait que potentiellement on n'a pas fait exactement comment ça nous a été dit de faire, parce que on aura pris des médicaments traditionnels, et du coup on aura peur que ça soit pas bien accepté. Et donc le fait est que voilà, le médiateur est sur un positionnement où du coup il va pouvoir créer et prendre le temps aussi, parce que cette question de temps, elle est fondamentale, et les soignants des fois souvent ne l'ont pas. Créer le temps de confiance, prendre le temps aussi de discuter avec la personne, et du coup de discuter sur des sujets qui au départ pourront donner l'impression qu'ils n'ont pas de lien, mais en fait au fur et à mesure du coup il y a des liens qui vont pouvoir se faire et qui vont contribuer à mieux connaître la personne, et du coup à mieux pouvoir aussi accompagner la maladie. Et ensuite il y a le côté d'aller vers.
le fait de ne pas attendre que les personnes viennent, du moins, se faire soigner ou que la maladie ait évolué trop pour que du coup, elles viennent vers les services hospitaliers. Mais du coup, d'être vraiment dans cette démarche d'être dans une démarche de prévention primaire et secondaire qui permet de rapprocher vers les systèmes de soins. Et du moins, ce qui fonctionne bien en Guyane, c'est que du coup, ce parcours quelque part ville-hôpital avec les différents acteurs, dont une vraie présence, une vraie place pour les associations, fonctionne et où chacun s'y retrouve et où chacun, je pense maintenant, voit l'intérêt du rôle de chaque acteur. Et ça, je pense que c'est quelque part une opportunité qui découle d'une situation qui est quand même complexe en Guyane, où on n'a pas accès de professionnels de santé. Et donc, du coup, il a fallu aussi créer des réponses innovantes pour pouvoir justement pallier à ce manque de soignants. Par exemple, vous pouvez nous faire un exemple concret de... même les projets OCS, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, du moins c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on l'a créé, parce que du coup un hôpital qui travaille avec 2 associations de médiation de manière aussi rapprochée pour créer un parcours qui n'existait pas, du coup en fait je crois qu'on n'a pas forcément vu ça ailleurs, surtout entre 2 pays, et on voit que ça fonctionne. Et ce qu'on voit aussi maintenant au bout de 10 ans, c'est que en fait la place des 3 acteurs, du moins on pourrait pas enlever un des acteurs. On enlève un des acteurs, tout tombe à l'eau en fait. Tout à fait. Bon, vous avez déjà répondu un peu à la prochaine question que je vais vous poser, mais je vous la pose quand même. Vu votre expérience du début à la fondation de l'association aujourd'hui, vous avez sûrement eu des moments où vous avez dit notre projet là a vraiment servi à quelque chose. On est vraiment satisfait, on a eu vraiment un vrai retour. Vous l'avez aussi dit en parlant du métier du médiateur, de quelque chose qui s'est construit jour après jour. Et on a entendu à l'antenne des fois des médiateurs qui nous ont justement dit ça, de rencontrer des personnes qu'au début, ils parlaient presque pas, à aujourd'hui, qu'ils se forment eux-mêmes au métier du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous faire un exemple de quelque chose qui vous a particulièrement marqué, de quelque chose qui a bien évolué? Du coup, je vais encore parler un peu d'OCS parce que ça a été notre plus grande, du moins réussite, et quelque chose où on a vraiment vu, et du moins le fait que concrètement ça pouvait changer en fait les situations. Donc, quand on a créé le projet OCS, c'était aussi pour répondre aux besoins, du moins aux besoins de suivi des personnes vivant avec le VIH à la frontière, où en 2015-2016, il y avait des dépistages tardifs en stade SIDA qui arrivaient avec une fréquence qui augmentait toutes les semaines. Alors pour le territoire, ça semblait des petits effectifs, mais du moins, voilà, pour le territoire, c'était assez important. Et avec un système de français, un système qui commençait à se dire, on va pas pouvoir absorber du coup les patients brésiliens qui vivaient au Brésil en termes de suivi et tout ça. Donc c'est ça qui nous a fait essayer de penser en fait une solution en dehors du cadre, mais en s'appuyant quand même sur les systèmes de santé qui existaient, pour pas créer non plus une solution qui soit
qui s'appuie sur rien, sur lequel, en termes de pérennité, on n'arriverait pas ensuite à le tenir, et qui serait perçu comme, par exemple, c'est la France qui dit au Brésil, donc pays du Nord, qui dit au pays du Sud comment est-ce qu'il faut agir, et tout ça. Et donc du coup, on a du coup étudié un peu le système brésilien, comment il fonctionnait, et on a identifié qu'il y avait un dispositif qui avait été créé et qui fonctionnait plutôt pas trop mal dans le sud du Brésil, qui s'appelait la première ligne de prise en charge. Et dans l'idée, ça a aidé d'accompagner les acteurs brésiliens, de faire du plaidoyer pour du coup de les outiller pour créer cette première ligne de prise en charge. Donc le projet s'est pensé en 2016, il a été opérationnel en janvier 2017. Et après, du coup, plus de 2 ans d'action sur le terrain, en mars 2019, du coup, on a eu l'ouverture de cette prise en charge du VIH à Oiapoque, la ville frontière brésilienne, qui a accueilli son premier patient. Et on voit que des fois, ça tient un peu de choses. Bon, il y a quand même eu 2 ans de travail, mais par exemple, ce qui a débloqué l'ouverture de cette première ligne, c'est une réunion pluripartenariale binationale avec des institutions qui soutenaient et qui étaient investies, où du coup a pu être identifié le dernier blocage à l'ouverture, qui était par exemple, du moins le fait qu'il n'y avait pas de bureau pour le médecin, qu'il manquait des chaises, des tables et du matériel, quoi. Et dans ce cas-là, chacun a joué son rôle. Il descendait, a dit c'est bon, on vous l'achète. Et ben du coup, 15 jours après, c'était ouvert. Et en 2026, maintenant, on est passé de 0 patient suivi début 2019 à presque 150, avec avant 100% de la file active qui était suivie côté français, et maintenant une file active qui est majoritairement suivie côté Brésil. Donc ça, c'est vraiment notre plus belle réussite, et celle sur laquelle on essaie de construire les autres solutions pour les nouveaux sujets qu'on porte. Mhm. Et après la touche positive, une touche négative. En 2026, on est toujours obligé de parler des discriminations par rapport au Ouais. VIH. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez une évolution? Vous pensez que le message indétectable égale intransmissible est quelque chose de comprise, de facilement explicable? Comment c'est la situation en Guyane, à votre avis, pour votre expérience? Je pense que ça avance pas assez vite. Ça avance pas assez vite au vu aussi des efforts qu'on essaye de faire, tous les acteurs de Guyane, parce qu'on est beaucoup d'acteurs du coup mobilisés pour faire passer ces messages. Et du coup, on se retrouve encore face du coup à un niveau de discrimination qui est encore trop élevé, qui est encore intolérable. Et du coup, on voit des petites victoires qui restent, du moins qui sont individuelles, mais on n'arrive pas encore à avoir une victoire collective qui permette du coup de considérer le statut sérologique comme une autre maladie, et de permettre à tout le monde de vivre tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose sur lequel du coup on essaie, du moins nous, on continue à travailler. On a encore énormément d'efforts à faire sur la vulgarisation en santé, sur comment réussir à adapter nos messages pour qu'ils soient compris. C'est pas parce que les personnes sont pas en capacité de comprendre, c'est parce que nous, nos messages restent encore à travailler, et on a ce même questionnement, par exemple, sur l'accès à la contraception, la prévention des grossesses non désirées, et on voit qu'on a encore des choses à travailler de notre côté, à progresser, à identifier du coup comment mieux communiquer.
Et nous avons développé, vous avez parlé principalement de deux projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites à ID Santé dont vous voulez nous en parler? Disons que toutes nos activités vont tourner là autour de ces deux gros projets et du coup du volet formation qui est en train de devenir un vrai volet à part entière. Mm. Du coup, dans ce volet formation, justement, ce dont je peux vous parler, c'est qu'en juin, avec une autre association de médiation qui s'appelle les Forges Médiation, qui est à Nantes et que vous connaissez peut-être, du coup, on est en train de créer une formation sur la coordination de médiateurs. Mm. Parce que du coup, en travaillant aussi avec une chercheuse qui s'appelle Élodie Richard, Mm. dans le cadre d'un projet expérimental sur la médiation, du coup, ce qui a pu émerger, c'est qu'il existe des formations de médiateurs pour les médiateurs qui commencent maintenant plutôt à bien diffuser. Nous, en Guyane, du coup, on a encore à renforcer, mais on a quand même des possibilités et c'est en train de se renforcer. Par contre, que ce soit en Guyane ou en Hexagone, il n'y a pas de formation pour les coordinateurs. Et en fait, c'est tout aussi fondamental parce que encadrer des médiateurs, c'est pas forcément un encadrement standard comme on va le faire dans toute autre structure auprès de tout autre salarié et tout ça. Et je suis plutôt assez bien placée pour en parler parce que j'ai été dans cette position et je le reste encore. Et du coup, il y a des il y a des choses à intégrer, il y a des ajustements et des enjeux à prendre en considération pour pouvoir travailler ensemble et du coup que ça soit le plus constructif possible pour tout le monde. Hmm. Du coup, ces volets formation fait partie de votre projet futur. Il y en a autres chantiers pour les années à venir? Alors dans les chantiers, c'est en lien aussi avec notre plaidoyer. C'est tout ce qui est le plaidoyer aussi autour de l'effectivité, la mise en place effective des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire, du coup sur la France entière, où comme je vous disais, actuellement, tous les élèves de France ne peuvent pas bénéficier de ces séances annuelles tout au long de leur scolarité. Il n'y en aurait que 17%. Donc, vous voyez la marge de manœuvre qu'on peut avoir. L'année dernière, l'Éducation nationale a diffusé le premier guide programme pour intervenir en milieu scolaire, ce qui est une étape clé et une vraie reconnaissance de l'intérêt et de l'obligation de ces séances-là. Par contre, ça s'est accompagné par un peu une mise à l'écart des associations et une remise en question de leur expertise sur le sujet. Donc, avec plusieurs structures, on est dans un collectif qui travaille à déconstruire les idées autour de l'EVARS et de la place des associations. On a tous entendu parler des parents en colère ou de choses comme ça, du moins voilà, de personnes ou de groupes qui disent qu'on ne peut pas parler d'éducation à la sexualité aux enfants ou autres. En fait, on peut en parler à tout âge. Par contre, il faut adapter les messages. Et en effet, c'est pas du tout les mêmes messages à 6 ans qu'à 18 ans. Et plus on en parle tôt, plus on va repérer des violences, plus on va prévenir des violences. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et dans ce cadre-là, on a donc avec le planning familial, la fédération des CIDFF et plein d'autres, notamment, on a pu animer à l'Assemblée nationale en décembre dernier une des séances devant des députés, dont Gabriel Attal, pour montrer ce que c'est une séance en primaire, en collège et comment on aborde les sujets.
Donc ça, on aimerait pouvoir renforcer encore plus et voilà et montrer vraiment ce que c'est les VARS, quoi. Et on va vers la fin de cet entretien avec vous. C- du coup, vous êtes vraiment engagé aussi politiquement, là, vous venez de le dire, pour Evars, vous allez directement chez les décideurs politiques pour leur montrer une autre manière de faire. Vous savez bien, vous les vivez peut-être aussi, la baisse des financements publics aux associations, une situation mondiale plutôt compliquée. Comment vous voyez les choses? Si vous avez un message plus général et plus politique à faire passer, vous direz quoi? Euh, du coup, déjà que je suis pas très optimiste parce que clairement, on voit en effet sur le terrain la diminution des financements, le fait qu'on nous demande de faire plus avec moins, le fait aussi d'avoir de plus en plus d'administratifs. Du coup, si il y a des possibilités réalistes et qui coûteraient rien à l'État que de réduire toutes les exigences administratives ou au moins de les homogénéiser entre les différents services de l'État, les différentes collectivités, parce que actuellement on se retrouve du coup à sortir du temps de terrain et donc du temps d'accompagnement de nos publics pour le réorienter sur de l'administratif où on remplit 15 dossiers pour dire la même chose mais différemment. Moi, je tenais à vous remercier pour nous avoir invités à deux reprises entre la présentation du projet OCS le mois dernier et cet échange. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai de pouvoir valoriser aussi ce qu'on fait comme ça, c'est très appréciable. Merci à vous parce que je trouve que ce sont des projets très originaux avec des impacts concrets et on adore donner de la visibilité à ce genre de projets. Merci beaucoup.